Salam alaikum az-Zulflaoum, bonsoir. Pour bien comprendre la portée du printemps berbère d'avril 1980 et du printemps noir de 2001, il est indispensable de les situer dans leur contexte historique et politique. Sortie d'une longue et sanglante guerre de libération, l'Algérie était un temps considéré par beaucoup comme la Mecque des révolutionnaires, le phare du tiers-monde, des pays non alignés. Un jugement en net décalage avec la réalité. Certains ignoraient tout, d'autres fermaient les yeux sur la nature autoritaire du régime, miné par des luttes de clans incessantes, réprimant brutalement l'opposition, y compris par le recours à l'élimination physique de certains opposants, s'appuyant sur une idéologie, et l'armée garde la haute main sur les institutions. Aucune voix discordante dans le concert monocorde du système n'était tolérée. Au-delà de la réminiscence et du besoin de la reconnaissance culturelle et linguistique du fait amazigh, les événements liés au printemps berbère d'avril 1980 semblent également se nourrir de sentiments de dépossession de l'histoire et de la culture. Depuis l'avènement du Hirak, la question culturelle n'est plus réduite à la région de Kabylie. Et même lorsque le général Gaïd Saleh a voulu, en juin 2019, interdire l'emblème culturel amazigh, la réponse des Algériens a été à la hauteur des enjeux. En effet, ils savaient que cette question a toujours été utilisée par le régime pour les diviser. Du coup, bien que la date du 20 avril ne soit pas célébrée partout en Algérie, il n'en reste pas moins que son message politique et sa philosophie ne cessent de gagner du terrain. En tout cas, depuis le 22 février 2019, les Algériens savent que leur union dans la diversité, quelle que soit culturelle ou politique, est la condition sine qua non de leur victoire sur un régime qui ne cherche que les intérêts de son clan. Nous débattrons de cette question juste après cette petite intro. Algérie du printemps berbère au Hirak, le combat pour les libertés continue. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Hassan Hirish, docteur en sciences économiques, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Hassan, bonsoir. Azul Fellek, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nassar. Je suis content d'être sur votre plateau. Bonsoir à toute l'équipe, aux téléspectateurs et à vos invités que je vais découvrir. Merci beaucoup Hassan Hirish, on est très heureux de vous avoir dans cette émission aussi. Avec plaisir, on a avec nous depuis Alger aussi Maître Nabila Smaïl, avocate militante politique. Elle est avec nous par téléphone. Maître Nabila Smaïl, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci à vous de m'avoir invité. Merci à votre équipe et je salue vos invités et surtout Monsieur Hassan Hirash, à qui je Merci souhaite beaucoup. Sahaïdik même une semaine après. Il vous a entendu en tous les cas. Ce n'est jamais trop tard, Maître Nabil Ismail, de dire ça. Allez, On aura oui. aussi, on aura aussi depuis Alger Linda Abou qui est journaliste. Elle sera avec nous par téléphone. Et aussi Belaïd Jamil qui est militant politique. Il sera avec nous depuis Paris via Skype. Hassan Hirash, je vais revenir vers vous. Bien sûr, vous êtes un fervent défenseur de la cause amazigh. Vous étiez aussi dans le mouvement culturel berbère. Comment peut-on revenir un peu, si on veut avoir une petite analyse historique de ce qui s'est passé dans les années 80, mais aussi en 2001, l'assassinat de presque 123 jeunes dans la région de la Kabylie. Votre regard sur cette date importante de l'histoire de notre pays? Oui, il y a sûrement un avant et un après avril 80, parce que un tabou a été brisé. Avant 80, c'était totalement l'omerta, pas de manifestation. Il y a eu quelques petites grèves timides au niveau d'Alger, dans notamment les usines, les ex-usines Renault, qui sont devenues la SNVI, je crois. Mais à l'époque, en 80, je ne me souviens plus quel était leur nom. Sinon, c'était quelques grèves pour des conditions de travail ou de nourriture, etc., dans les campus universitaires. Mais ce qui s'est passé le 11 mars 1980, c'était absolument inédit. Pourquoi le 11 mars? Il faut rappeler aux téléspectateurs qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir suivi ou d'avoir connu historiquement. Il faut savoir que la majorité des Algériens ont moins de 30 ans, donc ils n'ont pas connu tout cet épisode qui est absolument une effervescence dans la réplique et vraiment celle du Hirak. Ça, c'est incontestablement, je veux dire, une source pour le Hirak, et vous avez bien fait d'ailleurs de marquer du printemps berbère au Hirak, parce que non seulement il y a une continuité, mais il y a aussi une filiation. En fait, si on regarde bien l'histoire, c'est pratiquement tous les 20 ans. Hein, quand on voit ce qui s'est passé avec la création de l'étoile nord-africaine en 1926. Ensuite, en 1948-49, il y a eu la crise anti-berbère. Ensuite, il y a eu la guerre de libération nationale. En 1963, la révolte du FFS, qui était une révolte, il faut le rappeler aux téléspectateurs, hein, ni régionaliste, ni ethnique, ni même culturelle, sauf que c'est culturel au sens de politique, au sens noble du terme, dans la mesure où c'était un mouvement, surtout fait d'anciens moudjaheds, d'anciens rescapés de la guerre de libération, qui n'ont pas accepté le diktat du duo Ben Bella Boumediene, qui ont instauré la dictature, confisqué l'indépendance, détourné le fleuve de la liberté dès 1962. Donc après 63, il y a eu donc ce mouvement de 80, ensuite 80, 2001, et 2001, il y a eu aussi tout ce qui s'est passé autour des incendies, la mobilisation des Algériens. Donc grosso modo, toutes les générations, tous les 20 ans, il y a un événement décisif dont la filiation est toujours la même, c'est-à-dire la lutte pour les libertés démocratiques, pour les libertés d'expression, pour l'émancipation du peuple algérien, pour son autonomie au sens de, comme disaient un certain nombre de manifestants dans le Hirak, istiqlal, 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 c'est-à-dire que le peuple algérien n'a pas retrouvé sa souveraineté jusqu'à maintenant. Bien sûr, on ne peut pas comparer toutes les périodes que je viens de citer, il y a une évolution, mais aussi il y a une exigence aussi dans nos aspirations. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à vivre un tout petit peu mieux que ce qu'on avait vécu pendant le colonialisme ou ce qu'on a vécu au lendemain
de l'indépendance qui a reproduit la méthode, malheureusement, du système colonial, à savoir qu'il y a eu étouffement de toutes les libertés, arrestation de militants, torture, assassinat politique, etc. Donc, évidemment, aujourd'hui, on n'en est pas là, heureusement. Ceci dit, les Algériens n'ont pas encore leur indépendance, n'ont pas encore leur marge de manœuvre, ne choisissent pas encore leurs dirigeants, et il y a une bureaucratie qui les étouffe, il y a un système coercitif qui empêche les Algériens de s'instruire, de se développer, d'entreprendre, de s'organiser autour d'associations, de syndicats, de partis politiques, de fondations, de création d'organisations de toutes sortes qui permettent aux Algériens de respirer et qui permettent que la culture algérienne, les cultures algériennes puissent ruisseler non seulement sur l'ensemble du pays, mais l'ensemble de l'Afrique du Nord, de l'Afrique, du pourtour méditerranéen et du monde entier, parce que tout simplement les Algériens en ont la capacité, en ont l'intelligence, en ont l'énergie, en ont la volonté. Ils ne demandent qu'à être libres pour justement démontrer leur force, leur énergie et leur capacité de faire de l'Algérie un grand pays qui serait respectable, respecté et dont on prendrait l'exemple et qui serait vraiment à la tête des pays africains, des pays méditerranéens, des pays anciennement du tiers-monde, etc. Je pense que le potentiel qui est gâché aujourd'hui est on va revenir sur cette question, Hassan Hiresh. On va revenir sur le potentiel de l'Algérie, mais aussi à la situation que nous vivons. Et vous avez mentionné aussi donc, le Hirak 2019, les slogans qu'il y avait dans ce Hirak, surtout quand on avait voulu diviser les Algériens avec l'interdiction de l'emblème amazigh. Mais je vais revenir à notre invité, Maître Nabil Esmaïl. Maître Nabil Esmaïl, bien sûr, pour revenir un peu et avoir un regard historique sur le 20 avril 1980, donc, il y avait cette interdiction donc, de conférence de Mouloud Maamri, en 1980, l'université de Tizi Ouzou. On sait après ce qui s'est passé. Rappelons, et là on peut faire le parallèle aussi, qui est extraordinaire, l'emprisonnement de Ihsan al-Qadi en 1980, et dire et revenir 44 ans après, et dire que Ihsan al-Qadi est toujours, donc pas toujours en prison, mais il a été jeté en prison, donc 44 ans après, pour ses écrits, pour ses positions par rapport à la critique donc, du pouvoir algérien. Maître Nabil Esmaïl, en 2001, bien sûr, il y a eu aussi ce printemps noir. 123 jeunes ont été assassinés, et ça a commencé aussi par Massini Sagarmeh, Rabbi Rahmou. Quel regard peut-on avoir donc quand on parle de ces événements historiques qui ont marqué l'histoire de notre pays, Maître Nabil Esmaïl? Très difficile de faire la connexion. Enfin, c'est pas difficile de faire la connexion entre tous ces événements parce que tous ces événements découlent d'un même peuple et d'un même peuple réprimé par un même régime. Vous savez, c'est très difficile de parler de ces phares, de ces dates qui sont phares et qui sont très 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 révélatrices de l'identité et de la détermination d'un peuple à se voir reconnaître son origine et son identité. On ne peut pas demander à un peuple de se renier ou d'accepter d'être considéré comme étant un autre peuple. Vous savez, les événements de 80 sont des événements qui ont marqué beaucoup de générations et qui ont été faits par une génération qui avait connu la guerre de libération. On pouvait pas penser que le peuple algérien, après s'être débarrassé d'un colonisateur
du colonisateur français pouvait accepter de vivre sous une autre dictature parce qu'il était sous une dictature imposée après le coup d'État de juin 65 et après la prise de pouvoir par un militaire qui était Houari Boumediene. Donc cette nature du peuple algérien n'a pas changé parce que Boumediene avait réprimé ou pris le pouvoir par les forces juste après le rendez-vous historique qui devait sceller l'accord entre Ben Bella et Hussein Ahmed pour libérer les détenus et pour une ouverture démocratique. Mais malheureusement, ceux qui ont pris le pouvoir ont toujours refusé ce genre d'ouverture, ont toujours refusé de reconnaître au peuple le droit de parachever sa libération. Après avoir libéré la terre, il fallait qu'il se libère de toute forme de répression. Maintenant, vous revenez sur des dates qui sont très douloureuses et pour la région de Kabylie et pour les martyrs et parce que c'est une date qui nous rejette et qui nous projette dans le passé et qui nous projette aussi dans l'avenir, dans le passé, parce que c'est des événements douloureux qui n'ont pas connu justice, qui n'ont pas connu un aboutissement vers des procès qui vont rendre justice aux familles et aux victimes. Et c'est une projection dans l'avenir parce que ces événements-là ont donné naissance à un mouvement extraordinaire qui est le mouvement du Hirak. Et quand j'ai parlé de connexion entre ces dates-là, parce que toutes ces dates-là sont l'aboutissement d'une détermination à continuer à lutter pour la liberté. Le pouvoir a toujours essayé de mettre la cause identitaire, de lui donner une forme séparatiste, chose qui est très très loin des objectifs de ceux qui ont fait 80, des revendications de 1927, de tous les mouvements qui ont lutté pour une Algérie et pour l'amazirité, l'identité de tout le nord africain. La cause amazir n'est pas une cause de la Kabylie, de la grande Kabylie, c'est une cause du nord africain. L'origine du nord africain est une origine amazir. Tout à l'heure, j'avais écouté mon ami et confrère Majid Hachour évoquer Kateb Yassine en disant si on est arabe, pourquoi on cherche à nous arabiser? Si on n'est pas arabe, pourquoi nous arabiser? Donc, pourquoi cette revendication identitaire? Pourquoi la réprimer pour en faire une revendication politique? Et heureusement qu'elle s'est transformée en revendication politique parce qu'en 2019, avec tout ce qui s'est passé depuis 2001, parce que le pouvoir avait ses canaux, il avait ses moyens de communication, donc il avait diabolisé les événements de 80 et les événements de 2001, il avait diabolisé la région en disant c'est une région qui veut se séparer, qui veut la division du pays. Or, comme disait Hussein Ahmed, comme disait l'Akhdar Bourgaroubi, la Kabylie est le ciment de l'unité nationale. La Kabylie, depuis la guerre de libération, ça a donné des hommes pour libérer l'Algérie et pas pour libérer la Kabylie. Donc, il faudra se décomplexer de ce que le pouvoir essaye de coller à toute revendication identitaire pour la considérer comme étant une revendication séparatiste. L'Algérie, la Kabylie ne peut pas être arrachée à l'Algérie et l'Algérie ne peut pas exister sans la Kabylie. Donc ça, c'est un point qu'il faut absolument évacuer. Maintenant, vous me parlez de Qadi Ihsan, qui était en 80, avant d'aller à Qadi Ihsan, Maître Nabil Esmaïl, on va, puisque vous avez parlé donc de cette question que le pouvoir essaye donc de jouer avec, c'est cette question de lier donc ces revendications culturelles de la langue amazigh et de la culture amazigh à la question séparatiste. On l'a vu par exemple dans l'emblème amazigh en 2019 quand le feu Gaïd Salah a essayé d'interdire donc l'emblème amazigh dans les marches
du Hirak. On va regarder donc la réponse des Algériens dans cette petite vidéo. Je reviens à vous juste après pour commenter donc la vidéo maintenant Nabil Asma. Maître Nabil Ismail, je reviens à vous. Vous avez entendu donc ce slogan Qbaili Arbi Khawa Khawa. Bien sûr, là il disait aussi que le Gaïd Saleh Ma'al Khawana, entre guillemets, bien sûr. Et là, bien sûr, il parlait des Émirats Arabes Unis. Et on sait très bien les relations qu'on a en ce moment, ou le pouvoir algérien en ce moment avec les Émirats Arabes Unis. Ça, c'est un génie du peuple algérien, Maître Nabil Ismail. Il a utilisé un slogan plutôt prémonitoire. Parce qu'on en est à la question au sujet du slogan. Écoutez, ce qui est évident, c'est que le peuple algérien est un peuple qui a décidé d'entamer une révolution pour se libérer une bonne fois pour toutes d'un régime qui a toujours considéré que les règles du jeu, c'est lui qui les fait parce qu'il a l'argent, il a le pouvoir, il a l'administration et il a surtout les puissances étrangères qui lui tiennent la main parce qu'une démocratie en Algérie va menacer les intérêts étrangers. Le peuple est toujours le même. Le peuple algérien de 2024 est ce même peuple qui a décidé de se libérer de la joute coloniale et qui a décidé de parachever son indépendance. Le peuple est le même. C'est le pouvoir qui doit changer, c'est pas le peuple. On ne peut pas maintenir un pouvoir et demander de changer un peuple. Le peuple va rester le même. Le peuple est en train, il a compris le pourquoi de 80. Il a compris le pourquoi de 2001 et il a compris la nécessité de 2019. C'est ça le plus important à retenir. Parce que s'il y a eu un déclic en 80, ensuite en 2001, à l'époque, on disait comme ils l'ont dit, même du temps de la guerre, donc donc ça a continué. Maintenant, je ne peux pas parler de maturité ou d'immaturité. Il y a un processus qui a commencé. Et on ne peut pas parler d'échec. On doit parler de révolution. Et une révolution n'aboutit pas au bout de quelques années. Une révolution, c'est une idée. Et l'idée, il faut la construire, il faut aller vers cette idée. Maintenant, vous allez me dire, le peuple est très conscient que c'est le pouvoir qui a utilisé la question identitaire, la question religieuse, la question régionaliste, toutes les questions qui fâchent et qui divisent, il les a alimentées. Vous savez, le peuple est en train de prouver son intelligence. Le peuple est en train d'observer. Vous avez tout le monde a entendu parler du plan Zéro Kabyle. Tout le monde a entendu parler de tout ce que cette région a subi comme affront, comme marginalisation. Mais le peuple, il y a un seul peuple, c'est le peuple algérien avec toutes ces diversités. Et cette diversité constitue une richesse et le peuple a compris que ça ne peut pas être un facteur de division autant que c'est un facteur d'union. Et ça, c'est à partir de là qu'il faut aller construire. Maintenant, 2019 est un début. C'est le début d'un processus national, uni vers une Algérie meilleure. Vous avez dit, le peuple a parlé de l'Imarat ou Gaïd Saleh Ma'a al-Khawana. Ce qui est extraordinaire, c'est quand les pays du Golfe disent que les pays du Maghreb ne sont pas arabes. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ça m'impressionne. Quand vous avez les pays du Golfe qui ne nous reconnaissent pas comme étant des pays arabes,
et que vous avez le pouvoir algérien qui veut nous enlever notre identité et qui veut nous considérer plus arabes que les Arabes. Donc, ça, c'est une question qui ne doit même pas être posée. Arabi, Qbaili, Chewi, nous sommes Algériens pour une Algérie forte, unie, libre, et pour une Algérie indépendante au sens large du mot, indépendante dans son identité, dans sa façon de faire, dans son économie. Parce que la véritable question, que veut occulter le pouvoir? Il veut nous occuper avec des questions qui divisent pour qu'on oublie le contrôle des finances, le contrôle de l'argent de la rente pétrolière, le contrôle de la politique, le contrôle de l'économie, le contrôle de tout ce qui se fait dans le dos du peuple. Donc il faut qu'il divise pour régner. Le pouvoir a toujours utilisé la devise du colon, diviser pour régner. Et c'est ce qui est en train de se passer malheureusement, mais je dirais pas malheureusement, parce que ce que fait le pouvoir a plus fortifié et uni et rapproché le peuple. Maintenant, la question, c'est un fonds de commerce pour ceux qui portent la haine et qui sont instrumentalisés pour nourrir la haine, et le peuple a répondu, nous allons continuer à lutter pacifiquement pour libérer le pays de toute forme de haine, de division, pour que moi, je me sente partout algérienne et fière de mon algérianité, origine kabyle. Et amazigh. Restez avec nous maintenant, Nabil Esmaïl. J'aimerais revenir, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et je vous remercie pour votre temps dans cette émission. On va revenir sur la question, bien sûr, actuelle que nous vivons, les défis. Depuis 2019, on nous parle bien sûr de cette nouvelle Algérie. Et là, le pouvoir algérien se prépare donc à cette élection présidentielle anticipée. Hassan Hirj, je vais revenir vers vous. Beaucoup vous diront aussi, ceux qui vont défendre les autorités algériennes, vous diront qu'il y a eu des avancées par rapport à cette question donc, culturelle, question de la langue amazigh. Elle a été institutionnalisée, si on peut dire, et beaucoup vous diront qu'il y a eu beaucoup de choses positives qui ont été faites par rapport à cette question. Quelle est votre réaction par rapport à cet argument, Hassan Hirj? Merci pour la question, Sinassar, parce qu'effectivement, cette question revient souvent. La première des choses, c'est que les acquis que nous avons eus n'ont pas été octroyés. On les a arrachés. Il y a eu des blessés, des emprisonnements, des tortures et des morts. Il y a eu beaucoup de morts. D'ailleurs, je rectifie votre chiffre de 2001. En fait, c'est 128 morts parce qu'il y a eu les 123 qui étaient assassinés dans la première semaine. Ensuite, il y a eu des blessés qui sont morts par la suite, quelques mois après. Donc, c'est 128 morts en 2001 et des milliers de blessés, dont un certain nombre, des centaines, sont blessés à vie. Il y a même des blessés qui ont été rapatriés en France. On s'est mobilisé ici pour les soigner. Des gens ont donné de l'argent, aussi bien en Algérie qu'ici, et on a pu sauver quelques-uns. Il y en a qui ont perdu la vue, il y en a qui ont perdu l'usage de leurs membres, ainsi de suite. Il y a des blessés à vie et qui sont traumatisés et psychologiquement et physiquement. Donc il y a eu depuis la crise anti-berbère de 1949, il y a eu des assassinats de Benaï Wali, Amaït Mengelat, il y avait Amarol Hamouda, etc. Donc il y a eu au fur et à mesure des gens qui se sont sacrifiés, qui ont donné leur vie, et donc pour arracher ce qui nous a été donné, notamment avec le HCA, avec le CNLPT, avec Tamazight comme langue nationale d'abord, puis en 2016 comme langue officielle. Donc il y a eu ces acquis-là, mais c'est des acquis sur papier. Il n'y a pas grand-chose véritablement, il n'y a pas une politique volontariste pour réparer. On a un besoin de réparation. Et aujourd'hui, ce besoin de réparation est complètement négligé, complètement nié. Vous savez, normalement, là, pour parler
des événements de 80, aussi bien ceux de 1980 que de 2001, pour parler du printemps berbère et du printemps noir. Normalement, ça a l'État de le faire. Ça a l'État de faire un mea culpa, de présenter des excuses au peuple algérien pour avoir agi de la sorte, pour avoir tué d'autres Algériens, pour avoir un minimum de droits au niveau culturel, linguistique, etc. Et malheureusement, pour le moment, même si Tamazight est langue officielle, tout le monde sait que c'est sur papier. Il y a évidemment quelques cours à l'université, dans 4 ou 5 universités, en Kabylie, à Batna, un petit peu sur le domaine culturel à Tlemcen, mais pas au niveau linguistique. Mais pas grand-chose à Oran, Constantine, Annaba, Alger, dans les grandes villes, et encore moins dans les villes comme Médéa, comme Rardaya, etc. Donc, tout cela, évidemment, est complètement partiel et partial. Et donc, un autre exemple, à la fin du mandat de Bouteflika, il a fini par céder et accepter la création de l'Académie berbère. Et il faut savoir quand même qu'il y a eu un décret, qui a été signé par le président, et il y a eu même nomination d'une équipe d'un certain nombre de membres de cette académie, avec un président de l'académie, mais jusque-là, non seulement elle n'a jamais fonctionné, mais elle est complètement, depuis que Abdelmajid Tebboune est arrivé au pouvoir, il l'a mise complètement aux oubliettes, le décret a été mis à la poubelle, et donc il n'y a absolument rien de concret. Donc, mais aussi Hassan Hirj, oui. je voulais aussi avoir cet argument aussi. La question culturelle, elle est liée aussi à la question des libertés, la question de la démocratie. Et on a essayé de dissocier donc cette question à seulement une question linguistique, si on peut dire, ou culturelle. Très bien, oui, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs questions en fait dans la vôtre. D'abord, chacun sait aujourd'hui, les psychologues, les psychiatres, les pédagogues, etc., les psychopédagogues savent qu'il n'y a aucune liberté possible quand on vous enlève votre langue, quand on vous enlève votre culture, quand on nie votre histoire, quand on nie votre identité. Donc là, c'est un terrain favorable à la violence physique, psychique, verbale, ainsi de suite, à toutes les formes de violence. Donc il y a aussi une marginalisation évidente, il y a un échec scolaire qui se multiplie, il y a un déséquilibre psychique, il y a moins de cohésion sociale, moins de cohésion nationale, il n'y a pas de symbiose entre le peuple et ses institutions, etc. Maintenant, c'est vrai que le mouvement Amazigh, le mouvement berbère en 1980, je vais vous dire, il demandait la reconnaissance de la langue tamazight, il demandait la reconnaissance de l'arabe algérien. Et il demande exactement la même chose qu'à Tamazight, c'est-à-dire officialisation, langue nationale officielle de l'arabe algérien. Et qu'on n'était pas obligé d'adapter l'arabe moyen-oriental, l'arabe saoudien, l'arabe émirati, etc. Que les Algériens qui parlent l'arabe, c'est la langue de leurs ancêtres, de leurs parents, de leurs mères, etc. Et qu'ils ont besoin eux aussi de cet équilibre psychique réclamé par l'ONU, par les instances onusiennes qui sont spécialisées là-dedans et qui sont évidemment une revendication de toute personne qui connaisse la portée, l'ampleur de la connaissance de soi pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir se développer, pour pouvoir réussir et pour pouvoir vivre dans son pays, être dans le bien-être. Alors, je rajouterais, c'est extrêmement important votre question. Non seulement il y avait donc ces revendications linguistiques et culturelles, mais aussi les libertés démocratiques, les libertés syndicales, les libertés politiques. Nous avions d'ailleurs organisé un regroupement à Yakouren et on avait créé une plateforme, la première plateforme politique d'opposition, on l'appelle d'ailleurs la plateforme de Yakouren, avec un certain nombre de revendications, pas seulement
culturelle, pas seulement linguistique, mais aussi revendications politiques, liberté de créer des partis, des associations, des syndicats, etc. Et nous avions remis cette plateforme aux mains du FLN, parce que le FLN allait avoir son congrès en été 1980, et donc nous avons anticipé et nous avons dit que nous voulons simplement que les institutions algériennes prennent en charge les besoins des Algériens. Donc on a été très très loin, on a fait des concessions, on a essayé le dialogue, on a essayé la pédagogie, on a essayé, et la seule réponse qu'on a eue, c'est l'utilisation de la force, c'est les emprisonnements, c'est la marginalisation, l'exclusion, l'insulte, la vindicte, etc. Et malheureusement, une partie de ces pratiques continue encore. Et j'ose espérer que ceux qui sont au pouvoir et qui veulent qu'il y ait un changement auront à un moment ou à un autre le droit à la parole et vont travailler avec nous dans ce sens-là. Très très bien. Restez avec nous, Hassan Hirish. Maintenant, Nabil Esmaïl, je vais revenir vers vous. La question, bien sûr, je voulais vous poser, c'est de faire le parallèle par rapport, quand on parle de ces événements donc du printemps berbère ou du printemps noir. Juste donc pour faire le parallèle, Ihsan Qadi qui a été emprisonné en 1980 en tant qu'étudiant, parce qu'il était dans ces marches du MCB. Et quand on fait le parallèle 2024, Ihsan Qadi est en prison, rien n'a changé en Algérie par rapport à la question des libertés, la question de la démocratie. Maître Nabil Esmaïl. Si, beaucoup de choses ont changé. Rien n'a changé du côté du pouvoir par rapport à ses pratiques, par rapport à au caractère totalitaire de ses pratiques et de sa nature. Mais ce qui a changé de 2001 à 2024, c'est qu'il y a eu une prise de conscience. La prise de conscience, c'est ça le capital. C'est ça c'est le déclenchement. Je l'avais dit tout à l'heure. J'ai dit qu'on ne peut pas considérer que rien n'a changé parce que moi, quand vous parlez de la question identitaire et qu'on me parle qu'on parle d'acquis et que elle a été constitutionnalisée, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Le pouvoir l'a constitutionnalisée rien que pour la récupérer. Pour preuve, il en fait du folklore. Parce que la véritable, la véritable reconnaissance, on n'a même pas besoin de reconnaissance parce qu'on peut pas reconnaître quelque chose qui est d'origine, qui est réel, qui existe, qui est le fondamental. Ce qui a changé depuis le début de toutes ces luttes, c'est cette prise de conscience, c'est que Ihsan Qadi, en l'emprisonnant, le pouvoir s'est encore accusé d'être fidèle à lui-même, d'être dans l'abus le plus absolu, de faire des démonstrations de muscles devant un peuple qui est pacifique, qui ne demande qu'à être respecté, qui demande qu'à être libre, libre de ses pensées, libre de sa religion, libre de sa langue, libre dans ses pensées, libre dans son pays. Parce que vous fassiez le parallèle, c'est douloureux. Oui, parce que quand on est Ihsan Qadi ou quand on est quelqu'un qui est en prison alors qu'il a connu 80, il a connu 2001, il a connu la décennie noire, c'est dur de se retrouver tant d'années après en prison parce que il a écrit un article ou en prison parce que combien de jeunes ont été mis en prison pour avoir porté l'emblème Amazigh. Ça, c'est des injustices qui continuent à confirmer que ce pouvoir n'a qu'un seul moyen de se maintenir, c'est la répression. Ce pouvoir, tous les pouvoirs qui n'ont pas de légitimité se maintiennent par la force et par la répression. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire devant ça? Soit on doit se résigner et dire, bon, il est plus fort que nous, donc on laisse tomber, soit on doit croire qu'il y a un processus et que nous faisons partie de ce processus et qu'il prendra le temps qu'il prendra, un jour ou l'autre, toutes ces luttes vont aboutir vers une réelle démocratie, pas celle qui est dictée et imposée par le pouvoir. Parce que tout ce qu'on a donné
dans la Constitution est en train, la réalité reflète tout le contraire de toutes les libertés reconnues dans la Constitution. Vous parlez de Tamazirs, d'académie Tamazirs, vous parlez de Tamazirs à l'école, officielle, langue nationale, ensuite officielle. Et quand vous voyez une vieille qui vient devant les tribunaux, elle se met à parler en kabyle, ah non, il faut l'arrêter, non, elle ne peut pas. Personne n'a le droit d'imposer à qui que ce soit de parler une autre langue, si ce n'est sa langue maternelle. On l'a été au sein de nos mamans. On ne peut pas exiger d'une vieille qui n'a jamais été à l'école ou qui a été à l'école mais qui n'a pas appris l'arabe, on ne peut pas lui faire du matraquage, ou bien ils appellent un avocat ou n'importe qui, venez traduire. Non, vous êtes magistrat, vous devez apprendre Tamazirs. Vous devez l'apprendre. C'est une langue nationale et officielle. Et ce qui est plus grave encore, j'irai plus loin, quand c'est une langue nationale et officielle, d'abord, pourquoi la mettre en deuxième? Parce que c'est la langue maternelle, c'est la langue de l'algérien, c'est pas une langue empruntée ou importée, c'est la langue d'origine, c'est Tamazirs. En plus, pourquoi la rendre? Pourquoi elle n'est pas obligatoire dans les écoles? Pourquoi en Kabylie ailleurs, l'arabe est obligatoire et ailleurs le tamazight n'est pas obligatoire. Donc c'est tout ça, c'est toutes ces questions qui créent ce sentiment de frustration, ce sentiment de hougra, ce sentiment de politique d'hypocrite, ce sentiment de demi-vérité, de demi-sincérité. Il n'y a pas de sincérité. Le pouvoir n'a jamais été sincère. Quand on me dit... Est-ce que aussi ces luttes dont vous avez parlé, Maître Nabil Ismail, nous pourrons aboutir s'il n'y a pas une vraie ouverture politique par rapport à notre pays? Et là, ma question, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, par rapport à la situation que nous vivons. Il y a des élections anticipées, donc il y a une décision qui a été prise d'organiser des élections anticipées en Algérie, présidentielles. On a vu que la scène politique se réanime après un temps d'hibernation, si on peut la qualifier ainsi. Et pour beaucoup, le régime est en train de continuer sur le même élan qu'il a donc commencé en 2019 après les élections présidentielles. Qu'est-ce que cela veut dire pour notre pays? Cela veut dire que le chemin est encore lent. Cela veut dire que le pouvoir ne veut pas céder et que le pouvoir estime que le pays lui appartient, la mode de gouvernance, c'est lui qui doit la dicter, c'est lui qui doit l'imposer, et que la volonté populaire est vraiment le dernier de ses soucis. Maintenant, vous me dites, est-ce que la lutte doit continuer? Mais bien sûr que la lutte doit continuer. Tous les peuples qui naissent libres doivent parachever leur indépendance d'une manière ou d'une autre. Une indépendance qui a commencé. Je parle d'un peuple algérien qui doit se libérer de cette attente, parce que le peuple attend que le pouvoir change. Le pouvoir est dans son rôle. C'est à nous de nous organiser pacifiquement. C'est à nous de croire en notre droit d'imposer un changement pacifique, un changement qui respecte les libertés. L'indépendance d'un citoyen, c'est quand il est dans son pays et qu'il ne rêve pas de partir. Maintenant, vous parlez d'élections anticipées. Parce que le pouvoir, quand on annonce l'anticipation d'une élection, sans en donner les raisons, ça veut dire quoi? Maître Nabil Ismail? Non, je pense qu'on a un petit souci avec... on a un petit souci avec la ligne de Maître Nabil Ismail. On va essayer de la recontacter. Allô? On vous entend, Maître Nabil Ismail. Est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, oui, je suis avec vous. On a été coupé. J'ai dit Oui. que je reviens toujours à cette fameuse phrase de Monsieur Tebboune qui avait dit le taux de participation importe peu. Donc Hmm. ça fait mal. Ça fait mal en tant que citoyen. L'indépendance d'un peuple, l'indépendance d'un peuple, c'est d'être sur le territoire de son pays, du pays qu'il a libéré et qu'il se libère lui. C'est ça la véritable indépendance, c'est de se libérer de toute cette forme de répression, de toute cette forme de hugra et de se libérer et de pratiquer cette liberté. Parce qu'il faut Hmm. pratiquer la liberté. C'est pas un mot vain. Et on pratique la liberté en ayant le droit de choisir ses représentants, en ayant le droit de critiquer, de discuter, d'être dans l'opposition. Quand un pays diabolise l'opposition, il me plaît pas, je lui colle l'étiquette Mac. Il me plaît pas, je lui colle l'étiquette Rachid. De quel droit vous faites vivre le peuple dans une terreur basée sur un pouvoir qui, pour faire taire toutes les voix discordantes, doit créer un mécanisme juridique ou un mécanisme de répression pour avoir un pouvoir absolu. Ça ne peut pas durer comme ça ne peut pas. Pourquoi? Parce que cette façon de gérer met en péril le pays, ça fragilise, ça désunit, ça fait éloigner le citoyen de la chose Mhm. politique et ça fragilise le pays devant tous les enjeux, tout ce qui se passe à l'extérieur. J'arrête pas de dire que le monde est en pleine mutation. Nous devons être à la page. Nous sommes devenus la risée du monde. La risée du monde. L'Algérie qui était ce qu'elle était, et là on en est à dire que euh, tout le monde a peur de parler. Et ça ne peut pas continuer. On a Mhm. fait du chemin. Une Algérie comme la nôtre, un peuple comme le nôtre qui a, qui a payé un tel tribut pour se libérer ne peut pas être traité de la sorte. Maintenant, vous me parlez d'une échéance. Je voudrais bien qu'il y ait un sondage dans la rue. Ça intéresse qui? Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Vous parlez de mouvements dans le statu quo, ça commence à bouger, il y a des partis politiques, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Moi, je défie qui que ce soit. Il va aller appeler ses citoyens à une réunion publique ou à un meeting. Rien. Hmm. Tout est interdit. Rien. Même dans les cafés, plus de 10 personnes. Moi, je viens d'apprendre, j'ai appris hier que des anciens Hirakis ont été arrêtés à Béjaïa parce que ils se sont retrouvés dans un café à plus de 10. Le peuple, le pouvoir a tellement peur que même les petites rencontres autour d'un café lui fait peur. C'est pas normal. Moi, j'ai peur j'ai peur devant une telle situation parce qu'il n'est pas normal de continuer à gérer avec une telle répression. Il est temps que le pouvoir se rende compte que la menace ne viendra jamais du peuple. Mhm. Jamais un peuple qui a fait une telle démonstration de sagesse, d'amour et de je ne sais même pas comment qualifier ce peuple. C'est un peuple extraordinaire qui mérite Mhm. d'être servi, Très bien. respecté. Mhm. Je peux pas. Comment ce pouvoir peut-il avoir peur d'un tel peuple? Ce peuple ne demande rien. Vous savez, quand on pense au nombre de cadres, au nombre de médecins, d'ingénieurs, d'enseignants Mhm. à Bien. l'université qui quittent le pays, ils ne quittent pas le pays pour aller s'offrir une voiture ou un bel appartement ou aller se promener au bord de la mer. Ils quittent le pays parce qu'ils sont à la recherche de la liberté. Ils veulent être respectés et considérés comme étant des citoyens. Là, nous, on n'a plus ce sentiment. Partout où vous passez, vous avez l'impression d'être surveillé et ils ont réussi à inculquer aux citoyens algériens le sentiment de culpabilité. Il est coupable, mais il ne sait pas de quoi. Il sait pas de quoi. Il est coupable parce qu'il est là. Très bien. Il n'est pas encore parti. Alors moi, je vous Très bien. dirais une chose. Il y a un processus qui a commencé. Il y a une révolution qui a commencé depuis très longtemps. Le legs a été fait. On nous a Mhm. légué une Algérie qu'il faut construire. Soit on est capable,
soit on ne l'est pas. Parce que nos ancêtres ont vécu pire que ça. Ils n'ont pas quitté, ils n'ont pas abdiqué, ils sont pas partis, ils ont continué à lutter jusqu'à ce que cette lutte nous parvienne. On va continuer à lutter parce que ce pays est beau. Ce régime va baisser les bras un jour ou l'autre. Peut-être qu'on ne sera pas là, mais nos enfants vont vivre mieux que notre situation. Merci. Je l'espère. L'espoir est de mise. Sinon, le pays, ils vont le mettre à genoux. C'est nous, on abdique. Merci voilà beaucoup, Anna. Merci beaucoup, Maître Nabila Smaïl. Vous étiez avec nous donc depuis Alger, avocate militante politique. Belaïd Jamer, militant politique, nous a rejoint aussi. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Belaïd Jamer, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhababi. Merci, bonsoir Nassar, bonsoir à tous tes invités et tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci beaucoup pour l'invitation. Merci Belaïd. Belaïd, je rappelle que vous avez marché cet après-midi donc en commémoration au printemps amazigh, donc qu'il soit printemps berbère 1980 ou le printemps noir de 2001. Vous avez marché à Paris. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, surtout quand on entend les paroles de Maître Nabila Smaïl qui dit que la lutte continue, faisant bien sûr le parallèle avec la situation que nous vivons et aussi le Hirak de 2019. Oui, effectivement, j'ai entendu ce que les invités ont dit, notamment Maître Nabila Smaïl par rapport à la terreur du système. D'ailleurs, on l'a vécu dans cette marche, dans les préparatifs. Et même aujourd'hui, je dirais que la marche aujourd'hui, elle a réuni tous les Amazirs du Nord-Afrique qui ont été présents aujourd'hui, Algériens, par exemple Kabyles, Mzaviyen, Ishawiyen, les Rifins, les Chilhiyen, enfin au Maroc, les Tunisiens, les Maliens, les Azawad, Libyens, c'est tout le monde qui était là. Parce que aujourd'hui, pour vous dire que c'est la deuxième édition, parce que la première édition, elle était l'année passée, on a pris la date du 20 avril, vu que le combat qui a commencé, il a commencé bien avant, mais le point essentiel, c'est le 20 avril qui a été célébré par les Algériens chaque année par rapport à ce qui s'est passé le 20 avril, notamment pour que les gens le sachent, c'était l'annulation de la conférence de Mouloud Mamri à l'université de Tizi Ouzou et l'envoi des CRS qui ont réprimé des jeunes lycéens, des jeunes étudiants à l'université de Hasnaoua. Et on sait très bien ce qui s'est passé. Il y avait des chiens à Hachakoum, il y avait des matraques, ils ont massacré tout le monde ce jour-là et c'est resté. Chaque 20 avril, c'est la commémoration. Sauf que cette année, l'année passée et cette année, on a décidé d'y aller plus loin que ça, que c'est devenu la date symbolique de tous les Amazirs du monde. Et on la commémore avec tous les Amazirs pour la même revendication. C'est toujours Amazir, Amzeroui, Imaziran, la liberté dans toute la terre Amazir. La langue Thamazigh, voilà. Et cette année, pour donner un petit peu les détails par rapport à cette marche et aussi à cette terreur aussi, c'est que globalement, moi, personnellement et pour nous tous, la marche était vraiment une réussite comme l'année passée. Pourquoi c'était une réussite? Parce que le point essentiel de la marche, quand on prépare une marche ou un rassemblement, surtout une marche, c'est le message qu'on fait passer. Le message, il est passé avec les slogans, avec la présence du drapeau amazigh, avec la présence des Amazirs de tout bord, de toute la terre amazigh. Le deuxième point aussi, plutôt aussi la mobilisation. Le deuxième point de réussite, c'est que la marche était vraiment dans toute la sécurité, et il n'y avait pas de dérive, il n'y avait absolument rien, dans le calme, ça s'est super bien passé. Après, je reviens à un détail aussi très très important, ce qui a fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais voilà, le beaucoup de monde, c'est ça le point où je veux revenir sur la terreur, c'est que on a fait le tractage, c'est un travail qu'on a préparé, ça fait quand même presque 3 mois qu'on prépare ça, qu'on a préparé les textes, on a préparé beaucoup de choses,
Et quand on fait le tractage, notamment aujourd'hui à l'inauguration de Yid Rafah Marbin, on a été là-bas, on a tracté, et ben les gens ont peur de venir. Pourquoi? Ils disent que c'est la marche du MAC. Et il ne faut pas oublier que le MAC est frappé, comme l'a dit Maître Nabila Ismail, il est frappé du 87 bis, ça veut dire que c'est un mouvement terroristes. Les gens ont peur de venir marcher parce qu'ils ont peur d'être photographiés. Peut-être il y aura un drapeau du MAC, peut-être il y aura, je ne sais pas, ils vont être pris parce que des fois même le drapeau Amazir, il est considéré des fois par les gens qui connaissent pas, bien sûr. Ils disent peut-être que c'est le MAC et tout, bien qu'on leur disait que c'était la marche des Amazirs. Malheureusement, ben, les gens ont peur de venir. C'est cette terreur qu'a mis le pouvoir dans la tête des gens qui a fait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Oui, Nassar. Très bien. On va revenir aussi sur les messages. Belhaïd Jamel, restez avec nous, puisqu'on va. Linda Abou nous a rejoint depuis Alger par téléphone. Je rappelle, Linda Abou est journaliste. Linda Abou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci à vous pour l'invitation, Nassar. Bonsoir aux invités et aux téléspectateurs. Pour le 20 avril aujourd'hui, j'aimerais rappeler que le printemps berbère, c'est d'abord un événement majeur de l'histoire de l'Algérie indépendante et non pas de la Kabylie seulement. C'était la première fois de l'histoire que des militants ont ébranlé le système du parti unique en Algérie et soulevé la question démocratique à l'époque. Même si à l'origine du soulèvement, comme on dit à chaque fois, c'était la revendication culturelle et identitaire, mais il faut savoir que des militants ont considéré qu'on ne peut pas séparer le combat identitaire du combat démocratique dont on parle souvent aujourd'hui. Le combat d'ailleurs s'est poursuivi par la suite, par la création de la Ligue des droits de l'homme en 85 et par beaucoup de militants, dont le grand Ali Yahya Abdel-Nour, Allah yarhamou. Et puis, la question a évolué avec l'ouverture démocratique en 88. Sauf que, comme à chaque fois, le pouvoir algérien a tout fait pour réduire la revendication uniquement à la langue, d'ailleurs des années après. Rappelez-vous qu'en 2001, la plateforme Belqsar portait des revendications démocratiques, mais le pouvoir n'a retenu que la question de la langue amazigh, qui a été constitutionnalisée après. Après, j'aimerais dire aussi que le pouvoir a toujours essayé de marginaliser la Kabylie. On se pose la question pourquoi ? Parce qu'elle est politiquement organisée et parce que la Kabylie porte des revendications démocratiques en réalité. Finalement, heureusement que le Hirak dernièrement a démontré aux Algériens et que les revendications défendues par la Kabylie sont aussi partagées par la majorité des Algériens, comme je viens d'expliquer. Après, aujourd'hui, le 20 avril n'est malheureusement pas célébré d'une manière populaire à cause du climat de répression et de la fermeture, comme partout en Algérie. Et c'est ça ma question, Linda, si c'est possible. Je vais vous laisser continuer. Oui. Ma question, c'est que, puisque vous avez parlé de ce climat que nous vivons de répression, qui touche un peu tout le monde, rappelons que vous êtes journaliste, vous avez travaillé donc Radio M, donc, qui était à sa tête Ihsan Qadi, qui est en prison. Radio M qui a été donc fermée par les autorités algériennes. Et aussi, comment peut-on faire le parallèle par rapport donc à ces luttes qui continuent dans le temps, qui ne sont pas différentes. Certes, on parle du printemps amazigh, que dans votre analyse, on comprend très bien que ça dépasse la question culturelle, la question linguistique. Exactement, c'est un absolument. Combat démocratique. Et là, quand on fait le parallèle, Linda, quand Ihsan Qadi, jeune étudiant qui était emprisonné donc à cause de son engagement avec le MCB en 1980, et là en 2024, rappelons donc Ihsan Qadi est en prison par rapport à ses écrits, par rapport donc aussi à ses positions critiques envers la gestion des affaires de notre pays. Comment peut-on faire le parallèle, Linda ?
Oui, exactement, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. La revendication, elle est identitaire, mais elle est aussi démocratique. C'est une question de droit collectif et individuel. Donc tous ces militants, Ihsan Al-Qadi ou autres, ces personnes engagées démocratie, quand on parle en détail, on est engagé pour une identité, pour une culture, pour un droit, pour les droits de la femme, pour la liberté d'expression et pour d'autres libertés, comme je viens d'expliquer, tout est lié. C'est un tout en fait. Donc Ihsan Al-Qadi a fait la prison pendant les années 80 pour ce combat de l'identité de la culture amazigh, et aujourd'hui il est en prison pour ses opinions. Ça démontre aussi que le pouvoir algérien n'a pas changé de suite. Les personnes changent, la façade du pouvoir algérien change, mais les pratiques, la politique, c'est les mêmes. Il n'y a que le discours qui change en réalité. Et ça intervient dans un climat de terreur, de fermeture et de répression, comme je viens d'expliquer. En Kabylie, j'ai passé ce 20 avril 2024 en Kabylie, je n'ai vu aucun signe de célébration populaire. Les célébrations, elles sont organisées par le pouvoir d'une manière folklorique, comme avec Innayer, comme on fait avec le 22 février, le Hirak, les dernières années. À mon avis, aujourd'hui, le défi, c'est exactement, on parle du printemps berbère, mais le défi aujourd'hui, c'est la poursuite du combat démocratique. Et comment vous le voyez, cette poursuite, Linda, très rapidement? Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Comment, dans un climat répressif qu'on est en train que vous avez décrit, il y a aussi des dizaines qui sont emprisonnés, des centaines qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont exprimé donc une opinion contraire ou critique par rapport donc au pouvoir algérien. Comment vous voyez la suite des choses par rapport surtout à ce climat, Linda? Pourquoi je ne peux pas, comment je ne saurais répondre à cette question. Le constat est fait, c'est un climat de fermeture. À quelques mois des élections présidentielles, on pensait qu'il y aura une petite ouverture, mais on a vu ce qui s'est passé avec notre confrère journaliste Farid Alilet récemment. Donc la tendance c'est encore la fermeture. Après la suite, je ne sais pas comment on va attendre des signes peut-être d'ouverture ou de fermeture, mais pour l'instant le cas Farid Alilet est révélateur à mon avis. Après, ce que je peux dire moi en tant que journaliste, je défends la question de la liberté d'expression, parce que sans ça je ne pourrais exister comme journaliste. D'ailleurs, aujourd'hui, mon média il est censuré, mes confrères ils sont en prison ou poursuivis par la justice algérienne. Je vais continuer à dénoncer cette répression, cette censure, cette fermeture. Mais après, on va voir l'évolution. On se pose la question comment ça va être à l'approche des élections présidentielles de 2024. Merci beaucoup, Linda Abdou. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à Linda Abdou. Je reviens à vous, Hassan Hirish. Hassan Hirish, quand on entend Linda Abdou, on se dit que l'évolution des choses en Algérie ne sont pas optimistes, si on peut dire. Dernièrement, juste cette semaine, donc, on a vu l'affaire de Farid Alilet, comment il a été expulsé de son propre pays. Est-ce que vous êtes inquiet, Hassan Hirish? Et aussi, si on veut que les choses changent, comment doit-on faire? Si on peut, est-ce que l'opposition doit s'organiser? On est en train de voir, par exemple, sur la scène politique, les partis qui sont, on peut dire, un peu pro-pouvoir, sont en train de s'organiser pour cette élection présidentielle anticipée. Votre avis, Hassan Hirish? Mon avis, c'est que les élections ne résoudront rien, pour la simple et bonne raison que ce sont des élections qui ont la même caractéristique des années 70, 80, 90. C'est-à-dire qu'on présente en quelque sorte un candidat, et puis à l'époque c'était candidat unique, au moins c'était clair,
Et puis, mais c'est la même culture. On présente un candidat principal et des candidats secondaires. Et donc, évidemment, c'est le candidat principal qui est soutenu par les institutions, du moins par un certain nombre de décideurs, pas tous les décideurs, par un certain nombre de décideurs, les plus en vue ou les plus virulents ou les plus militants parmi eux, etc. Je dirais que qu'il y ait des élections ou pas aujourd'hui, malheureusement, ça ne change absolument pas, parce qu'il n'y aura ni des élections libres, ni transparentes, et encore moins des élections équitables. Parce que quand vous voyez des élections, même dans des pays démocratiques déjà, elles sont libres. Aux États-Unis, les élections sont libres, mais elles ne sont pas équitables. Il faut être un milliardaire, archi-milliardaire, pour être au devant de la scène, pour se présenter, pour être, comment dire, reconnu par les médias, ainsi de suite. Donc, chez nous, c'est encore pire, parce que non seulement ce n'est pas équitable, mais en plus, ce n'est pas libre et ce n'est pas transparent. Donc, de mon point de vue, votre question, évidemment, demande tout un colloque. Comment, dans une situation de non-liberté, comment éventuellement espérer un changement ? D'abord, effectivement, vous l'avez dit, il faut que l'opposition, et pas seulement l'opposition, serre les rangs et que nous fassions appel aux personnalités du pouvoir qui sont pour un changement, parce qu'il n'y en a pas. Il y a peut-être, parce qu'il y en a vraiment, il y a peut-être 50% ou 75% de gens du pouvoir qui sont contre le changement, mais il y a quand même une forte minorité qui n'acceptent pas de voir leur peuple marginalisé, exclu des affaires publiques et dont on confisque la souveraineté, etc. Donc, il me semble qu'il faut dialoguer tout azimut. Déjà, l'opposition, les oppositions entre elles, mais aussi appeler aussi bien les militaires que les civils qui sont au pouvoir à dialoguer entre eux déjà. Entre eux, parce qu'il y a des conflits entre eux, il y a différents intérêts entre eux, il y a différents clans, différentes tendances. Il y a aussi le problème psychologique, parce que nous avons vécu, soit nous avons été des enfants de la guerre, soit nous avons été des enfants de l'après-guerre qui avons connu la faim, qui avons connu la répression, etc. Donc nous agissons un petit peu comme si tout nous manquait, et particulièrement justement le pouvoir de décision. Et donc quand on essaie de le garder par tous les moyens, coûte que coûte, et on prend... Même si on expose le pays à des dangers... Hassan Hirij, parce que le problème qui se pose maintenant... Quand on a un ego démesuré, on croit que le danger du pays, c'est le danger qui menace notre ego. Et non pas même ce danger, il peut menacer aussi ce régime. Cette question aussi, je vais vous la poser. Restez avec nous, Hassan Hirij. On va donner la parole à Bel'aid Jamer. Bel'aid Jamer, bien sûr, vous étiez très impliqué aussi dans les marches par rapport au Hirak de la diaspora en France. Et la situation que nous vivons, elle n'est pas aussi facile par rapport aux Algériens qui demandent qu'il y ait un changement donc pacifique dans notre pays, un changement donc démocratique, une ouverture démocratique, aussi le champ des libertés. Comment vous voyez donc cette situation, Bel'aid Jamer, surtout que le régime, si on peut dire, a tué tout le militantisme, qu'il soit politique, qu'il soit académique, qu'il soit ceux qui font ceux qui sont, si on peut dire, dans d'autres secteurs. Il n'a pas laissé la voix discordante ou la voix qui critique en Algérie. Et ça menace la cohésion de notre pays, ça menace aussi la sécurité de notre pays, ça menace aussi le régime lui-même, Bel'aid Jamer. C'est une question quand même pertinente que tu viens de poser. Moi, je peux te répondre sur 2 points. Alors, le premier point, je commence par le régime, puisque tu as évoqué le régime. Le régime aujourd'hui, et depuis 62, il n'a jamais écouté le peuple. Il n'a jamais écouté même l'opposition politique, surtout depuis les années 80 puis 88.
le multipartisme et tout, on a vu que ce qui s'est passé en 88 et la suite, parce que le 88, on va pas se mentir, c'est le 88 qui a accouché du multipartisme et tout, mais le pouvoir à ce moment-là, il a joué une autre carte, c'était d'y aller vers presque, on avait 60 ou 66 partis politiques qu'il a utilisé en majorité à sa faveur. Ça veut dire ce régime, il n'a jamais eu ni la volonté, ni eu une idée d'un changement en Algérie que le peuple veut avoir. On l'a vu aussi, on va avancer un petit peu en 2019 avec un soulèvement populaire et l'utilisation, déjà l'appellation de l'Hirak al-Mubarak et le chef de l'État qui a été désigné par les militaires le 12-12, qui parle au nom du Hirak, que c'est le Hirak qui l'a ramené, et vu aussi la Constitution qu'il a changée, où il a émis certains articles, dont l'article 52, que nous connaissons tous, c'est de faire une manifestation avec un système déclaratif, même pas attendre une autorisation, et qu'il a mis des gens en prison par rapport à leur déclaration déjà, et une manifestation avec déclaration. Ça veut dire aujourd'hui, et je termine sur ça, je rajoute juste un petit point par rapport aux élections anticipées, on ne sait même pas c'est quoi la raison, si c'était un problème majeur, par exemple, de sécurité nationale, où ça se comprend, mais un problème technique comme il l'a évoqué, et surtout quand on lui a posé la question en lui disant, est-ce que vous maintenez la visite en France en octobre, alors que les élections c'est en septembre, il a affirmé, il a dit oui, ça veut dire il est président d'office. Tout ça, là je parle du point de régime, le régime n'a jamais eu la volonté et n'a pas la volonté, il ne changera jamais. Maintenant je reviens au deuxième point, le plus important c'est l'opposition et le peuple. Aujourd'hui le peuple, moi comment je le vis, je le vis premièrement, on se parle entre nous, moi je vous dis entre nos militants, est-ce qu'il va y avoir un changement, c'est difficile, c'est ceci, c'est cela, les points que je viens de vous évoquer, et des fois on dit, soit on est militant, soit on ne l'est pas. Soit on est dans l'opposition, soit on ne l'est pas. Si on est militant, on est obligé de militer, on est obligé de trouver des solutions de pression pacifique, bien sûr, pas autre chose que pacifique, et bien sûr politique, pour faire des pressions sur ce régime, sans appeler à la main étrangère, comme ils sont en train de le dire eux, sans appeler à une quelconque division en Algérie, sans exclusion de n'importe quel soit parti, soit côté en Algérie, on est tous des Algériens, on milite pour un seul but, on a un seul adversaire, c'est ce système. Je pense qu'aujourd'hui, tout à l'heure, je pense que c'est Nabila Ismail qui a dit que la peur du peuple, le peuple ne doit pas avoir peur parce qu'il est chez lui. Il est chez lui, il est dans sa légitimité, c'est pas comme le système qui est illégitime aujourd'hui, qui continue dans ses pratiques. Le peuple, il est chez lui, il est légitime, il doit faire ce qu'il faut, et c'est que le peuple qui peut changer. Sauf que le peuple, il doit être soutenu par quoi? Par la force politique, parce que le peuple seul, il ne pourra rien faire. La politique, elle doit, les partis d'opposition et les militants qui sont dans l'opposition, ils doivent obligatoirement s'unir, travailler ensemble, y aller de l'avant et trouver une solution. Il y en a des solutions parmi... Je peux le dire, on l'a toujours dit, c'est la constituante, et avec ça, on peut faire pression sur le pouvoir. Il sera obligé de se mettre sur la table, et c'est à lui de négocier, pas à nous. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Bel'aid Jamel. Il nous reste juste une petite minute. Je vais revenir à Hassan Hirsch, très rapidement. Hassan Hirsch, on est en train de parler 44 ans après donc, ce printemps berbère. Il y a eu beaucoup de sacrifices, beaucoup de luttes pour qu'il y ait un changement pacifique en Algérie en termes des libertés, en termes de démocratie. Est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on peut avoir de l'espoir pour que les choses changent positivement, très rapidement? Hassan Hirsch. Écoutez, moi je suis un militant politico-culturel, donc le militant il est toujours optimiste, sinon il ne milite plus, il baisse les bras. Donc ce que je dois quand même dire au niveau du constat, c'est qu'en 1980 et en 2001, on nous a dit oui, il ne pouvait pas avoir de changement parce que c'était uniquement la Kabylie, etc. Mais finalement,
2019 nous a démontré que ce n'était pas uniquement la Kabylie, c'est toute l'Algérie, vraiment jusqu'au moindre petit amour algérien. Il y a eu un soulèvement pendant des mois et des mois et des mois, ça a duré 2 ans, et donc il y a une pression absolument considérable sur le pouvoir public pour justement inciter au changement. Ça n'a pas été donc suivi d'effet. Donc maintenant, il faut se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou de mieux. Donc il faut continuer effectivement à faire pression, ça c'est évident, de façon pacifique, mais je pense qu'il faut aussi repérer parmi les décideurs, parmi les gens censés dans les hautes administrations, dans l'armée, dans la police, dans la douane, etc. Les hauts fonctionnaires de l'État, chercher aussi à les connaître, à les rencontrer, à parler avec eux, à leur dire aussi que c'est leur intérêt, etc. Maintenant, il est évident que ce n'est pas aussi simple, mais nous avons des acteurs politiques qui sont soit dans les partis, soit dans les syndicats, dans les associations, ou des personnalités qui ont une surface sociale, on les a vus pendant le Hira, qui doivent appeler justement à changement, doivent se rencontrer, et on appelait de façon solennelle à ce qu'il y ait un changement. Et le dernier mot peut-être, c'est Nassar, mais quand on nous dit, oui, le plus important en 80, c'est quand même la liberté démocratique, c'est ça qu'il faut continuer, mais pas la langue. Je suis désolé, il ne peut pas y avoir de liberté démocratique sans qu'il y ait une liberté linguistique et culturelle. Merci. S'il y a une rupture culturelle et linguistique entre l'institution familiale, l'institution scolaire et les institutions politiques, le fossé sera de plus en plus grand, la rupture sera de plus en plus grande. Donc j'en appelle justement à la cohésion, à ce qu'il y ait une congruence dans l'ensemble des actions que nous menons. Merci beaucoup Hassan Hirsch. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes docteur en sciences économiques, aussi analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à Blaïd Jamer, militant politique. Merci aussi à Maître Nabila Smaïl, avocate militante politique. Et merci à Linda Abou. Elle était avec nous depuis Alger. Elle est journaliste. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikoum saha. Au revoir.